Bonjour à tous. Donc on va vous accueillir avec Pierre Lagarde pour une présentation qui concerne un projet de flexibilité et d'amélioration des taux de service dans l'automobile. Il va avoir largement, je pense, le temps, même si 45 minutes c'est un peu court, pour vous décrire la problématique qu'il a voulu traiter dans un projet qui date déjà de à peu près une année, un petit peu plus d'une année. Donc déjà merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Moi je suis Laurent Pénard, je dirige le cabinet Sitwell. Je vais juste vous dire trois pages sur Sitwell, 3 mots sur Sitwell, parce que en tant que cabinet de conseil, on est toujours très fiers quand nos clients viennent témoigner. On est ravis de de leur permettre de se mettre en avant et de mettre en lumière les progrès qu'ils peuvent accomplir grâce à nous. En quelques mots, quand on dit cabinet de conseil, c'est vrai que on a du mal à comprendre quelquefois ce que ça peut revêtir comme type d'intervention. Donc on aime bien dire qu'on est des acteurs de transformation. C'est-à-dire que sans nous, on aurait pensé que l'entreprise aurait peut-être été moins vite, ce serait peut-être un peu perdu dans un certain nombre d'initiatives, et qu'on permet de mieux connaître la cible, d'aller plus vite, de mettre les moyens, et les moyens peuvent être très divers. Pierre va vous le montrer, entre de la communication au comité de direction ou être à côté directement des équipes qui font la planif pour leur donner des outils, aider à maîtriser les choses. Ça peut revêtir des formats très différents. Donc on est proche des entreprises et beaucoup dans l'intimité pour faciliter cette transformation. Pour faire ça, justement, on parle d'agilité là pendant ces 2 jours. Nous, on considère qu'un cabinet pour être agile, faut qu'il puisse parler métier. C'est ce que vous avez en haut à gauche. Système, évidemment, parce que sans des systèmes bien intégrés et paramétrés, on a beaucoup de mal à faire bouger les organisations. Le troisième volet, c'est tout ce qui est compétences. On voit bien que la supply chain dans l'entreprise, c'est encore une place qui est en cours de conquête, aussi bien au sommet que dans les compétences clés dont une entreprise doit être dotée. Et donc être proche des équipes, les aider à se renforcer, les former. On est même cette année, on a entrepris une initiative particulière. Vous voyez marqué The Fresh Connection. C'est un jeu professionnel qui permet à des équipes de découvrir ce qu'est la supply chain et d'interagir dans des séances de type SNOP sur des rounds successifs. Et on voit grâce à ça une nouvelle manière d'évangéliser dans les entreprises sur les rôles et les concepts supply chain qui sont en fait très proches de ce qu'est l'activité de l'entreprise, mais souvent vus de loin par les commerciaux et les acheteurs. Et le dernier point, c'est Fast Track. En fait, c'est être très opérationnel, mettre en place des outils, faire des prévisions pour les clients, quand en fait on a besoin vraiment d'accélérer le changement parce qu'il y a des décisions rapides à prendre. Alors, ce que Pierre va vous présenter par rapport à tous les domaines dans lesquels on intervient d'un point de vue industriel, c'est surtout la partie droite. C'est-à-dire qu'on a surtout traité des problématiques de planification, de cadrage, de toute la planif en amont. Évidemment, tous les plans de demande. Et retravailler les politiques de stock en liaison avec tout ça pour améliorer évidemment les on-time delivery, les OTIF. Donc malgré tout, ce qu'on considère comme une mission auprès d'un industriel dans les domaines d'intervention, on voit que forcément il va y avoir à faire découler en général de la planification, l'ordonnancement et le Kanban. Et après, il y a tout ce qui touche plutôt au lean. Je ne vais pas revenir dessus. Et pour finir, et ça c'est un des volets aussi que Pierre abordera, la partie fournisseur. Parce que dégager des capacités et des plans au sein de l'usine ou des usines, c'est pas suffisant. Souvent, il faut s'intéresser à savoir si le fournisseur va pouvoir suivre les variations de la demande et est-ce que vos fournisseurs vont être aussi agiles que vous. C'est une des problématiques. Alors,
Avant de passer la parole à Pierre, déjà je le remercie à nouveau, il est venu d'Annecy ce matin, donc c'est très agréable d'avoir son témoignage. J'espère que n'hésitez pas à poser les questions, j'espère que ça sera concret et instructif. Pour ceux qui veulent une deuxième séance, Pierre vient faire un témoignage sur Lyon cette fois-ci, dans la région, début décembre. Donc et là, il y aura plus de temps sous un format de petit déjeuner vraiment consacré à son témoignage. Merci Pierre. Bien, merci Laurent. Donc Pierre Lagarde, je m'occupe de la supply chain du groupe NTN SNR. Donc je vais essayer d'illustrer une démarche qu'on est en train de conduire. C'est celui de droite, pardon. Voilà. Donc on est en train de conduire et on est sur la fin avec des éléments chiffrés. La présentation est un peu dense, donc j'irai assez vite sur certains slides. Je mettrai l'accent sur certains points qui me paraissent importants, en tout cas qui étaient importants pour nous. Et puis sur les questions, j'hésiterai pas à répondre sur tout ce qui sera passé ou que vous aurez à cœur de savoir. Donc le groupe NTN SNR est un leader mondial dans les roulements et les joints de transmission, donc ce qu'on appelle les cardans. Donc pour donner une idée, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 21 000 personnes dans le monde avec des sites implantés de partout. Et dans ce groupe, il y a la société NTN SNR. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, SNR Roulement était la dernière filiale de Renault et on a été racheté en 2008 par ce fabricant japonais. Donc on réalise 800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 4000 personnes et on a 11 sites de production. Donc les produits sont des roulements, en tout cas pour SNR ce sont des roulements, donc vous avez des roulements aussi bien pour l'industrie, là c'est des roulements qui rotulent, pour les roues de véhicules, mais dans les véhicules il y a beaucoup de choses, et dans l'aéronautique avec des paliers de réacteurs par exemple. Donc ça va de roulements de précision, par exemple le roulement de la fusée Ariane, on fait des batchs de 10-12 roulements tous les 3-4 ans, donc ça vous donne une idée. Et on fait des roulements... La logistique des PME-PMI. On fait des roulements pour l'automobile à raison de 10-15 000 par jour, en 24 heures sur 24, 365 jours sur certains sites. Donc on a vraiment des productions très différentes. La division automobile dans tout ça, puisque c'est le cœur du travail qu'on a mené, représente en gros 550 millions d'euros, dont les 3/4 en première monte et 1/4 en rechange. On a une cinquantaine de sites clients, 600 références, 30 familles de plans industriels, qui sont les familles de PIC pour les spécialistes, et on a en gros 7 sites de production en Europe et Europe de l'Est. Alors il y a des évolutions qui nous ont poussé à lancer cette démarche. Donc c'est effectivement, on travaille avec le cabinet Sitwell depuis une grosse année. La réflexion elle date d'il y a quasiment 2 ans. Donc il y a 2 ans, j'avais provoqué, dans le sens positif du terme, le COMEX pour faire part d'un certain nombre de constats. Donc des difficultés dans la maîtrise de la demande auto, aussi bien en fluctuation, variabilité, visibilité réduite, des demandes spot. Des processus pics et capacitaires de plus en plus difficiles à piloter. Alors avec la globalisation du marché, on est sur des plateformes de plus en plus mondiales, avec l'extension de notre propre périmètre du groupe, on a des sociétés sœurs qui se sont rajoutées, et avec des réductions notamment de lead time de développement qui sont perturbants. Par ailleurs, des lead times d'approvisionnement qui ont augmenté, avec des stratégies d'appro un peu plus lointaines, et puis des évolutions également dans le cadre de notre schéma industriel. Je ne rentre pas dans le détail, mais qui ont rendu un peu plus compliqué les flux dans la supply chain de SNR. Conséquence de tout ça, une principale difficulté, c'est l'alignement de toute la supply chain, avec des cas très concrets, un pilotage délicat des ateliers et des fournisseurs. Quel PDP prendre en compte, jusqu'aux appros, une incohérence entre les niveaux d'activité mentionnés au pic et la réalité du terrain de tous les jours avec les niveaux de EDI qui arrivent et qui ne cessent de bouger, et des stocks difficiles à maîtriser, avec notamment des répartitions entre produits finis, stock usine et ou stock amont composant mal positionnés et une mauvaise structure. C'est-à-dire pas les bons au bon moment, vous connaissez aussi bien que moi la chanson, et un taux de service client insatisfaisant, aux alentours de 70% à l'époque, qui nous ont lancé dans la démarche. Et puis une conviction profonde, qui malheureusement se révèle être la réalité, c'est que le futur sera toujours soumis de plus en plus à des fluctuations, quelle que soit la tendance. C'est-à-dire qu'on est sur des croissances importantes avec le groupe NTN, et on reste convaincu que la vie ne sera pas un long fleuve tranquille et qu'il y aura toujours des fluctuations. Si on fait le constat de 2012, je pense qu'on n'est pas les seuls à partager que ça se révèle
la réalité et donc un besoin de flexibilité de l'ensemble de la supply chain. Alors Laurent parlait de côté concret, pratique, ça c'est des phrases entendues aussi bien de gens du COMEX que de gens du terrain. J'en prendrai 2-3, mais les plans d'appro des clients modifiés fréquemment sans que les acteurs de la gestion de la demande ne soient alertés, des responsabilités supply chain actuellement dispersées dans l'organisation, ou encore doit-on prendre en compte la demande contrainte ou non contrainte en entrée de nos systèmes. Voilà, autant de questions sur lesquelles on a voulu amener des réponses et on a donc positionné un diagnostic et des objectifs avec la société Sitwell. Donc le diagnostic a eu lieu premier semestre de l'année 2011. Aussi bien donc ce qu'on appelle l'OEM et la RA fabriquée. Bon, vous avez compris, la RA c'est la rechange. On a aussi sur nos lignes et nos usines une partie de la rechange que l'on fabrique. Et donc que ce soit dans des périodes hautes ou basses, vous imaginez qu'il y a de l'arbitrage à faire entre les deux. Je rentre pas plus dans le détail. Et depuis donc fin 2011, c'est-à-dire donc une année, on est dans la phase concrète de mise en œuvre des recommandations, avec des objectifs clairement identifiés dès le départ et que donc on a formulé à Sitwell sous forme de cahier des charges. D'une part, améliorer la flexibilité et la réactivité, et d'autre part, de saisir l'opportunité de ce diagnostic pour faire évoluer nos processus, aussi bien pic que capacitaires, et l'organisation supply chain pour mieux s'adapter aux évolutions de l'environnement. Donc le diagnostic a eu lieu dans cette période. Là, pour illustrer également ce que disait Laurent, c'est des gens du niveau du COMEX qui ont été rencontrés, y compris le PDG, jusque nos approvisionneurs ou ceux qui gèrent la demande client, par le biais donc d'interviews, par le biais de groupes de travail animés par Sitwell, et derrière, ça fait l'objet de recommandations, de plans d'action prioritaires qui ont été conjointement élaborés. Donc avec évidemment des priorités, 3 lots, un lot prioritaire qu'on a lancé fin 2011, et puis sur 2012 les lots complémentaires, c'est-à-dire l'alignement de l'organisation dont je vous parlerai un petit peu, et puis le déploiement des lots numéro 2 et 3. Alors, les plans d'action, on ne va pas tous les passer en revue, je ne vais pas tout vous expliquer, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, on les a articulés autour de 6 chantiers principaux. Le premier concernait la clarification de la politique et de service et de flexibilité. Et l'idée, donc, clairement, on passera un petit peu en revue chacun de ces 6 chapitres, clarifier les ambitions de taux de service et de flexibilité. Le deuxième chantier concerne la fiabilisation des processus de gestion de la demande, prévis et pic. Là, l'idée derrière ça, c'est de mieux anticiper la demande et de sécuriser les arbitrages. Troisième axe, sécuriser et généraliser le cadrage du processus MRP. Cadrer le besoin et synchroniser la production, pour faire simple, c'est aligner l'ensemble des intervenants logistiques sur une et même demande, tout au long de la chaîne. Quatrième point, fiabiliser le processus global capacitaire. Là, dans l'idée, c'est de faire apparaître de façon plus forte, vous le verrez, d'une part, à partir de quel horizon on pense qu'on a de la flexibilité, et si oui, laquelle, et de ne pas oublier dans cette boucle nos fournisseurs qui, pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure, ou de lead time, ou d'éloignement, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément la même souplesse, sont obligatoirement à prendre en compte. Cinquième point, optimiser les politiques de stock. Là, ce qu'il faut retenir, on y reviendra, c'est à la référence. L'idée, c'est d'individualiser nos politiques de stock. Et enfin, dernier point, d'aligner l'organisation. Il faut savoir qu'au début de l'intervention, on parlait des logistiques à SNR. Aujourd'hui, on a créé effectivement une supply chain. Ça veut dire qu'on s'est orienté petit à petit vers cette vraie logique, et je vous dirai un petit peu ce qu'il y a derrière ça. Sur ce transparent, l'idée, c'est de vraiment résumer les types de variabilités auxquelles on voulait faire face et comment y répondre. Donc la première, la plus lourde, je dirais, c'est quand on a une tendance, qui est quand même la tendance du groupe SNR sur les 10 dernières années, a fortiori avec le groupe NTN, c'est pas par le biais de stock qu'on va répondre à ces variabilités-là ou cette tendance. C'est vraiment via la logique du pic et de ce qu'on appelle chez nous le processus capacitaire. Donc l'idée, c'était de vraiment remettre les stocks à leur place. Le stock
pour l'ératicité ou la saisonnalité, c'est du stock qu'on dimensionne. La capacité, c'est pour bien se caler avec la tendance que l'on vise. Donc vous avez compris, les stocks de sécu, eux, ils vont prendre en compte la variabilité et ou la saisonnalité. Et on y reviendra. L'idée aussi, c'est de les rendre dynamiques au long de ce cycle. Donc les chantiers qui ont été menés ont eu pour but de définir les objectifs de flexibilité auxquels on voulait prendre place et qu'on voulait éventuellement aussi vendre à nos clients. Donc premier axe, politique de service et de flexibilité. Là, autour de ce sujet, en fait, on a mis dans une salle des ingénieurs de vente, des responsables de marché, pour savoir et essayer de clarifier quelles étaient les demandes de nos clients, quelles étaient les politiques de service que SNR voulait mettre en place. Alors, je l'ai mis au pluriel parce que c'est pas forcément la même chose entre la première monte et la rechange. Je crois que juste avant, il y avait un exposé sur la rechange. Donc, je parlerai plus de la première monte. On vise un taux de service de 95%, à ce jour non différencié, c'est-à-dire quels que soient les clients, quelles que soient les références. On veut définir une notion de nominal, de flexibilité et partager avec ses clients clés dans l'idée de l'intégrer dans des contrats à terme. Le constat qu'on a pu faire et qu'on continue à faire, c'est que d'une manière générale, la notion de flexibilité n'est pas suffisamment ou pas encore bien formalisée dans nos contrats et c'est un engagement qui globalement n'est pas tout à fait réciproque. Donc le but de ces démarches, c'est vraiment de clarifier la flexibilité qui nous est demandée, celle qu'on veut vendre, et derrière de le contractualiser. En d'autres termes, de renforcer les fourchettes hautes, basses, et de voir en quoi elles deviennent dimensionnantes. L'idée aussi derrière tout ça, c'est que compte tenu de la difficulté d'avoir ces éléments vis-à-vis de nos donneurs d'ordre, c'est de clarifier avec eux la notion de nominal. Donc pour nous, le nominal, ça a un sens. Il y a un minimum associé, ça c'est une remarque d'un des commerciaux, de dire quand vous allez mesurer la flexibilité, le plus et le moins, n'oubliez pas, on a tous en tête le plus pour se dire capacitairement parlant, et un des commerciaux nous a dit, n'oubliez pas de me donner le moins, parce que moi quand je signe un contrat, c'est sur des quantités minimum. Donc l'idée, c'est vraiment de clarifier la notion de nominal par rapport notamment à des éléments qui vous parlent, je pense, dans l'automobile, le capacitaire demandé au fournisseur. Est-ce que c'est ça le nominal ou pas? Et puis, ce nominal, comment est-ce qu'on le positionne par rapport à la capacité de nos installations? Point très important, de faire valider des plans d'appro par nos fournisseurs. Alors ça, c'est un phénomène plutôt nouveau chez nous, pour deux raisons. La première, c'est que historiquement, on était sans doute un peu plus intégré que maintenant. Et puis, je pense que quand on fait la photo, alors j'ai malheureusement pas les outils pour vous le dire pour le passé, en tout cas pour maintenant, je pourrais vous le dire. Je pense qu'on avait sans doute moins de variabilité dans le temps. Et aujourd'hui, nos fournisseurs ont du mal à suivre. Ce qui veut dire qu'il faut clairement qu'on s'assure, nous aussi, quand on veut se lancer sur une voie d'une certaine flexibilité qu'on veut vendre ou acquiescer vis-à-vis de nos clients, que nos fournisseurs vont pouvoir suivre. On sait tous que le maillon faible de la supply chain, c'est lui qui va la limiter. Donc sans parler de maillon faible par rapport à nos fournisseurs, l'idée c'est clairement de les intégrer dans la boucle capacitaire, mais pas que capacitaire à 3-4 ans, ce que l'on faisait assez bien, je pense, au niveau investissement, c'est-à-dire un plan marketing à 4-5 ans, qu'est-ce qu'il donne et est-ce que nos fournisseurs sont armés pour le faire. Mais là, c'est vraiment le capacitaire pour nous suivre dans une flexibilité et une variabilité. Voilà, donc on en est aujourd'hui à avoir revu notre processus et notre organisation, les participants, donc on a essayé de renforcer tout ça, et on est en train de déployer des pics fournisseurs, alors ou par fournisseur ou par famille de produits, enfin ce qui nous paraît le plus pertinent pour garantir qu'en termes de flexibilité, l'ensemble de la supply chain saura suivre. Troisième axe, sécuriser et généraliser le cadrage MRP. Donc ça, c'est un des points fondamentaux. Je vais peut-être le dire 4 ou 5 fois parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales. Mais l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de planifier et d'approvisionner sur la base d'une demande qui est cadrée par les engagements clients et les moyens disponibles. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que comme beaucoup, nous, on a l'EDI qui rentre en direct. Comme beaucoup aussi, notre EDI est interfacé en direct avec notre ERP, ce qui veut dire que si on laisse faire tout ça, vous imaginez ce que reçoivent nos fournisseurs, sans parler du bullwhip effect qu'on rajoute évidemment, puisqu'on fait comme tout le monde, on a des tailles de série, etc. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de cadrer à l'entrée, de définir le besoin que l'on veut faire, alors pas n'importe comment, hein, évidemment,
et d'être capable de le colporter jusqu'au bout de la supply chain. Donc améliorer, généraliser le processus de cadrage en conservant bien évidemment la trace de l'expression du besoin client. Hein, on s'amuse pas à couper bestialement parce que derrière, quand le client revient et nous demande, il faut quand même qu'on soit capable de se justifier. Développer des indicateurs d'alerte. Là encore une fois, c'est via une certaine instrumentation de nos systèmes que l'on pourra prendre, que ça nous aidera à prendre des décisions. Améliorer l'interprétation du retard, ça c'est en bout de chaîne. Je pense que si vous êtes comme nous, il y a souvent du retard en bout de chaîne qui ne correspond pas toujours à des choses réellement en retard. Sécuriser des processus de lissage et redéfinir ce qu'on appelle chez nous les gestes justes, que ce soit le gestionnaire de production ou le gestionnaire d'approvisionnement. Donc on en est où aujourd'hui ? On mesure la variabilité du besoin commercial, donc de l'EDI, et on a mis en place des processus d'alerte qu'on est en train de finaliser. Finaliser, ça veut dire qu'il ne suffit pas de mesurer, il faut se dire quoi, quand, comment, sur quelle période, et puis quel processus on met en place pour le colporter tout au long de la chaîne. Heureusement pour nous, en tout cas c'est mon point de vue, c'est pas l'outil qui va remplacer la valeur ajoutée dans le système. Il va nous aider, et après on est bien sur du management, hein, c'est de l'humain, c'est de dire il arrive 15 000, nous on croit à 12 000, ou on croit à 18 000, parce que j'ai contacté le client, parce qu'il y a une fermeture anticipée, parce que plein de choses, et on va colporter ce 15 000, ce 12 000, ce 18 000, jusque chez nos fournisseurs. Le deuxième point, c'est qu'on fait la même chose, et là c'est un peu nouveau dans l'entreprise, on mesure la variabilité des PDP. C'est-à-dire, en gros, vu de nos fournisseurs, on regarde ce qu'on leur envoie, ou en tout cas ce qu'on consomme. Et là, je ne vais pas vous donner des résultats, mais c'est intéressant. Intéressant parce qu'on a plein de raisons, nous aussi, de ne pas faire au bon moment, pas tout à fait la bonne quantité, de décaler, etc. etc. Et donc c'est quand même ce qu'on envoie à nos fournisseurs. Et on est en train de faire ce cadrage, alors je l'ai appelé en amont, hein. En amont c'est pour nous c'est en début de chaîne, on est en train de vraiment caractériser et déployer ce processus en amont avec des alertes sur nos PDP. Alors je crois que vous avez, voilà. Hein, on intègre des données, donc les données, c'est les données de l'ERP, de la consommation de la veille, des OF qui ont été fermés, etc. On a paramétré des alertes qui sont dynamiques. C'est par exemple une variation de 10% ou de 50%, enfin ça dépend, du plus, du moins. On met à jour tout ça dans l'outil et on a des alertes sur notre PDP, sur les plans d'appro fournisseurs. On revalide avec le gestionnaire de production, on revalide nos vrais besoins en fonction de nos stocks, et derrière, ça nous permet d'améliorer l'anticipation de communication par rapport à nos fournisseurs. Et dans un certain nombre de cas aussi, de vérifier la faisabilité de ce qu'on est en train de lui envoyer. D'accord ? Parce que nous aussi, comme par hasard, parfois il a des grands trous dans ses appels, et après il a des grosses bosses qu'il voit passer. Et il y a quand même souvent des bonnes raisons qui expliquent ces éléments-là. Donc là aussi, vous l'avez compris, c'est un peu la même photo que tout à l'heure. On a des extractions, on a des petits, vous voyez ici des petits feux verts, jaunes, rouges. On essaie de faire dans du visuel. On essaie d'abord de mettre des mailles un peu larges, hein, parce que si on fait à plus ou moins 5%, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de rouge. Donc on les prend crescendo étant d'ailleurs ou par de l'amplitude ou par de l'enjeu. L'enjeu étant l'enjeu de rupture, l'enjeu de coût. Donc ça c'est selon, et vous pouvez le régler par vos systèmes d'alerte, avec derrière effectivement un historique sur le passé, la consommation, ce qui était prévu, etc. Voilà. Quatrième point, fiabiliser le processus capacitaire global. Donc derrière ça, vous vous rappelez de la courbe tout à l'heure où il y avait la tendance, il y avait les fluctuations. Les stocks, c'était j'absorbe ce qui est one shot, ou en tout cas il faut que je le reconstitue. La tendance, c'est le capacitaire. Chez nous, le capacitaire, c'est en gros les plans d'invest. Donc c'est au-delà d'horizon du pic en général. Et c'est souvent connecté, alors avec des facteurs de corrélation, aux demandes capacitaires de nos clients. Alors je dis corrélé parce qu'on ne prend pas du 1 pour 1, sinon je pense qu'on aurait quasiment 2 fois plus d'usines, et on n'a pas les moyens de toute façon, donc on ne fait pas exactement comme ça. L'idée aussi derrière ça, c'était de dire que la flexibilité, elle ne sera pas couverte, je pense que ça c'est important, elle ne va pas être couverte par la prévision marketing, mais par la réponse industrielle. En gros, c'est de dire que si on n'a pas de réserve de capacité à un moment donné, on ne sera plus capable de vendre de la flexibilité. Et ça, il faut déjà qu'on en ait conscience, ce qui n'est pas le cas tout le temps,
Alors, il y a des raisons économiques parfois. Hein. Je pense qu'on est tous soumis à des contraintes d'investissement, d'endettement, donc qui font que parfois on biaise un peu des règles qu'on avait érigées, mais aussi le faire comprendre, je dirais, à nos clients, leur disant que quand on fait la somme de tous les engagements qu'on a en termes de variabilité, du plus ou moins 15%, du plus ou moins 30%, à un moment donné, ça ne passe plus. On mesure l'évolution de nos plans marketing. Donc les plans marketing, c'est les plans... Les plans marketing, c'est les plans au-delà d'horizon du pic. Et là aussi, on met des processus d'alerte pour voir à quel moment on a de la limite. Et puis, point très important sur lequel on a fait une démarche très approfondie, c'est de redéfinir clairement ce qu'on appelle à SNR la capacité norme. Donc, qu'est-ce que la capacité norme de chaque entité ? Alors, entité, c'est un atelier, c'est une usine, c'est une ligne de fabrication, vous appelez comme vous voulez. La capacité norme, c'est en gros le produit d'une ouverture, 5 jours, 6 jours, 7 jours, toujours 3-8 chez nous, et un TRG associé. Et ça, c'est une capa norme. Du coup, en ayant la capa norme, le saturé, alors là, on est comme tout le monde, nous, on est saturé au bout de 7 jours, c'est pas faire plus. 7 moins la norme, c'est la flexibilité. Donc déjà, si vous faites la somme de vos contrats et que vous avez, par exemple, des lignes qui tournent en 6 jours, et que, donc du coup, il vous reste 1/6, vous ferez le calcul, ça fait moins de 20%, et que la somme de vos contrats demande 20% de flexibilité, il y aura à un moment ou à un autre un petit problème. Parce que comme par hasard, la flexibilité à la hausse ou à la baisse, elle est souvent à peu près homogène chez nos clients. Alors il y a des cas particuliers, je l'ai pas dit là, on l'entend un petit peu dans différentes conférences, on est un peu beaucoup soumis aussi au développement produit, qui sont une chance, mais qui viennent aussi, je dirais, perturber ou en tout cas rajouter des ingrédients dans le processus pic et capacitaire. Donc ceux-là, parfois, viennent à l'encontre de la tendance du marché, mais tout ça pour dire que ça nous a permis de redéfinir clairement ce qu'on appelle la flexibilité SNR. Et du coup, on est en train de se mettre une mesure de réserve de flexibilité. C'est un peu plus compliqué, mais l'idée c'est de dire, voilà, une ligne tourne en 5 jours, habituellement. Elle est actuellement en 6 jours, ça veut dire qu'il me reste 1 jour de flexibilité. S'il y a des demandes actuelles de clients divers et variés nous disant est-ce que vous pouvez me devancer telle ou telle commande, est-ce qu'on pourrait prendre sur du 6 mois, du 9 mois, telle ou telle part de marché, l'idée ça serait de reboucler pour être sûr que l'engagement que l'on prend est compatible avec nos capacités. D'accord ? Donc ça, on est en train d'y travailler et de reboucler aussi avec les contrats clients. C'est-à-dire que si le système est bien fait, dans certains cas, la demande client sera justifiée parce qu'on est dans la fourchette qui a été négociée. Dans d'autres cas, elle est peut-être au-delà. Elle sera justifiée aussi, si le client nous le demande. On est là pour l'écouter. Mais dans certains cas, on est au-delà de ce qui a été contractualisé. Donc on aura peut-être une réponse différente. 5e axe, optimiser les politiques de stock, produits finis, matières premières et composants à la référence. Là déjà pour expliquer le point de départ, à SNR, pour l'instant nos stocks de produits finis sont assez homogènes pour tous les clients et pour toutes les références. Alors, il y a forcément des disparités mais pas aussi énormes que ça parce qu'on ne sait pas forcément bien les calculer et vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous n'avez pas la variabilité de la demande en entrée, c'est assez délicat de faire une optimisation de la politique de stock. Donc on est plutôt uniformisé en aval, et en amont, on reste assez généraux ou génériques sur des familles de tubes, sur des familles d'ébauches. Donc on descend là aussi pas spécialement à la référence ou au fournisseur. Or le dimensionnement, il va dépendre de votre consommation de l'usine, donc de la variabilité du PDP, et de la ponctualité ou de la fiabilité de votre fournisseur. Donc une fois que vous aurez ces mesures, vous serez en mesure d'individualiser vos stocks. Donc c'est ce que résume cette planche. L'idée c'est de relier le dimensionnement des stocks par référence à nos ambitions de service. On se rappelle que les stocks ils vont absorber la variabilité, pas la tendance. Donc si on veut avoir plus ou moins 15% de variabilité, on ne mettra pas les mêmes stocks que si on en veut que plus ou moins 5. Ainsi qu'à la variabilité de la demande, donc là spécifiquement client par client, référence par référence, et à l'approvisionnement, qu'il soit interne, la consommation interne ou l'approvisionnement externe. Donc là on est dans la même logique, on collecte les données qu'on a vues tout à l'heure en termes de variabilité et systématiquement on fait un calcul de structure de stock. L'intérêt également, j'y reviendrai à la conclusion, si j'oublie je l'aurais dit maintenant, c'est que c'est dynamique. Parce que ça veut dire que si la variabilité d'une référence, d'une demande de nos clients vient à bouger, il faut que le processus soit itératif pour tous les 3 mois, tous les 6 mois, voir si le dimensionnement qu'on a mis est cohérent.
Exemple concret, est-ce qu'on met 3 jours ou 6 jours de couverture? C'est dynamique d'une part comme ça, et d'autre part, si vous reliez ça après avec votre besoin client, ben vous rendez la quantité dynamique, et par la couverture en flux, et par la couverture en quantité. Donc aujourd'hui, on en est à redimensionner, et on a redimensionné une partie déjà de nos références de stock de sécurité en matières premières et composants. On peut estimer qu'on a fait 5% de gain. Je vous le dirai à la conclusion, je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'on fera du gain, et on va plutôt aller individualiser, peut-être à stock équivalent, les produits finis à la référence. Où là, on est en attente des produits de sortie. Je vous ai dit qu'on avançait sur la mesure de la variabilité. Tant qu'on n'a pas toutes les variabilités, on aura du mal à avoir dimensionné toutes les références de produits finis. Et puis un point important, on a développé aussi un outil de mesure de performance des stocks sur les démarches de VMI, enfin ou de consignation de stock. Là, dans l'idée, c'est de mesurer, de collecter tous les jours les points de stock et de s'assurer que les fournisseurs sont dans le min-max qu'on leur a demandé. Parce que ça, c'est de l'invisible. Comme c'est consigné, par principe, ça n'a pas de poids, sauf qu'en réalité, ça a évidemment du poids. Voilà, alors le processus est assez classique, je dirais. On collecte les données, les paramètres sur les extractions, aussi bien pour les produits finis, première monte, rechange et matière et composants. Donc c'est le même principe d'un processus commun de dimensionnement des stocks. Et après, par contre, la constitution, elle est forcément, elle, individualisée. On ne fait pas la même chose avec un fournisseur de tubes, des Bosch, qui a 6 mois de lead time, qu'avec un client qui a une erraticité très faible ou au contraire très importante. Donc, architecture commune et des outils dédiés. On retrouve le même type de graphe que tout à l'heure. Donc là, vous avez les projections de couverture de stock en fonction de ce qu'on a dans le besoin. Donc là, évidemment, à prendre aussi avec des pincettes en fonction du fait que l'on prenne en compte ou le DI de nos clients et ou le besoin que l'entreprise a prévu, décidé de couvrir. Et l'idée derrière, c'est bien sûr de, comme on le met, challenger le stock paramétré, donc que ce soit pour les produits finis ou les matières et composants. C'est évidemment un point fondamental, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut impérativement qu'on arrive à le rendre dynamique. Dernier point, on sera à peu près dans les temps, aligner l'organisation. Donc, en parallèle de tout ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était sans doute organisé trop en silo, un constat classique, qu'on n'avait pas une culture encore suffisamment transversale, et l'idée c'était vraiment de faire évoluer les processus, les rôles et les responsabilités, de revoir l'organisation en supply chain, donc entre les deux, dans le plan qui a été lancé, plan triennal SNR, on a fait apparaître la fonction de supply chain qui jusqu'à présent n'existait pas, je dirais factuellement, et d'anticiper les freins au changement et à la conduite de transformation. Donc, on a évolué vers une première organisation supply chain. On a, je pense, de plus en plus une culture plus transverse. Je donne un exemple des démarches type TCO, pour ceux qui connaissent. Ça commence à avoir de l'écho dans toute l'entreprise, alors qu'il y a 3-4 ans, quand j'en parlais, on me regardait avec des yeux un peu bizarres. Alors qu'aujourd'hui, c'est même utilisé au niveau du COMEX. Et puis on a, je finis exprès là-dessus, une implication vraiment plus forte du COMEX, alors qui a participé à un certain nombre d'interviews, je pense qu'il a été convaincu du rôle et de l'enjeu de la démarche, et qui a même érigé un des axes du plan triennal basé sur cette fluctuation, flexibilité, variabilité et adaptabilité de la supply chain. Voilà. Donc 2 slides pour conclure. Comme ça, on sera dans les temps pour les questions. Donc les chantiers, les plans d'action qui ont été menés et qui sont encore en cours, et puis il y en a d'autres. Et on n'a pas l'intention que le processus s'arrête, même si on n'a pas forcément prévu de travailler 10 ans avec Sitwell. L'amélioration du service client. Donc les chantiers, pour essayer de vous remettre en perspective un peu les chantiers qu'on a mis. Chantier capacitaire, stock, pour nous, ça doit contribuer à l'amélioration de la flexibilité. Les chantiers MRP cadrés, donc vous vous rappelez, propagation de la même information, prévision, donc mesure de la fiabilité, et PIC, notamment PIC fournisseur, beaucoup plus focalisé sur l'amélioration des taux de service. C'est un des axes majeurs, et j'anticipe une question, on est aujourd'hui à 95% de taux de service. Il y a un mélange de beaucoup de choses,
Il y a pas, c'est toujours pareil. Si je vous fais croire qu'il n'y a qu'une action qui a porté, ce serait faux. Si je vous dis que ça n'a pas contribué, vous aurez raison de ne pas croire à ce que je vous dis. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses, mais en tout cas c'est sûr que la connotation et la préoccupation s'est renforcée dans l'entreprise. Et puis un autre point évidemment important, a fortiori dans les périodes comme aujourd'hui, c'est la réduction. J'hésitais entre réduction et maîtrise, mais les deux sont liés de toute façon, parce que je vous aurais mis maîtrise mais dynamique. Donc vous auriez compris qu'il fallait le rendre en réduction. Si je résume pour les stocks, j'ai tendance à dire que c'est une meilleure individualisation pour les produits finis. Pourquoi ? Si on peut, on essaiera évidemment de les réduire. Mais l'idée, clairement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et le taux de service est toujours un compromis avec une couverture de stock. Donc, de prime abord, je serais tenté de dire qu'on privilégiera toujours le taux de service client 95% avec les stocks qui permettent de le couvrir. Je ne sais pas si on arrivera à les baisser fortement, parce que ce dont je suis convaincu, c'est qu'on va de toute façon fortement les individualiser. On a certains clients ou certains sites qui sont très fluctuants, on va rester sur ce terme. On en a d'autres qui sont très prévisibles, en restant sur ce terme aussi. Et par contre, oui, on va les réduire en amont, parce qu'en amont, aujourd'hui, c'est, je dirais, à la louche. En tout cas, c'est trop généralisé. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, ça dépend de nos propres consommations, donc de nos propres fluctuations, et là jusqu'à présent on les mesurait pas, donc je suis à peu près sûr qu'on les prenait pas bien en compte, sauf par expérience, hein. Je vous rassure, les gens qui font aujourd'hui les appros sont pas nés de la dernière pluie, et jusqu'à présent ils faisaient pas n'importe quoi, mais par expérience ils arrivaient à couvrir des fluctuations qu'on induisait aussi par nous-mêmes, et des fluctuations induites par des fournisseurs qui étaient plus ou moins performants. Donc l'idée de bien mesurer ce que nous on fait subir à nos stocks amont, et d'autre part ce que les fournisseurs ont comme réelle performance, nous permettra de réduire ces stocks en amont. Le tout dans une logique de réduction de l'endettement, bien évidemment. Voilà. Dernier point, alors on peut le commenter à deux, mais je dirais les facteurs clés de succès, si je reprends là, plus la démarche avec l'accompagnement de Sitwell, je dirais clairement que ça a sécurisé et accéléré le projet par un certain nombre d'éléments. Hein. Et comme tu disais, on n'a pas vertu à rester éternellement. Je vous disais, un cabinet de conseil, c'est pas quelqu'un qui s'installe et qui va tout faire pour rester 5 ans chez le client parce que il y a la perfusion. Enfin, en tout cas, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est d'être des acteurs de cette transformation. Si Pierre est en mesure de dire maintenant on est autonome et on peut continuer et progresser tout seul, nous on a fait notre boulot et on va se tourner vers d'autres entreprises en étant très fiers de dire que SNR pour nous c'était une classe A industrielle depuis très longtemps et que on a été à la fois surpris puis ravis de pouvoir les accompagner sur dans cette voie-là, effectivement. Cette évolution. Donc pour illustrer un petit peu effectivement hein, des éléments clés de la démarche, en tout cas de l'accompagnement avec Sitwell, je pense qu'effectivement l'œil externe et l'œil avisé hein, d'experts fait que ça rend le challenge actif. Ça c'est évident. Je peux vous dire, pour l'avoir poussé depuis un certain temps, je vous disais que ça date de 2010, vous avez vu que ça est sorti en 2011, hein. Je vous donne pas toutes les turpitudes internes, mais ça aide aussi à pousser. Et je pense qu'aujourd'hui, à peu près toute l'entreprise est convaincue qu'on avait une nécessité de faire ce type de réflexion. Je n'ai pas la prétention de penser qu'on a fait la meilleure. Je pense qu'elle était indispensable et qu'elle a servi à beaucoup de monde et qu'elle n'est pas finie. Ensuite, il y a eu la mise en place d'une véritable démarche projet, ça c'est clair. Hein. On vous a passé quelques planches. Alors parfois, je vous l'avoue, ça fait parfois planche de consultant. Mais en l'occurrence, c'est vraiment des choses qui jalonnent et qui cadencent. Et par expérience, quand vous le faites en interne, vous n'avez pas forcément la même ou reconnaissance, ou motivation, ou le même challenge. Ça, c'est évident. Priorisation de plan d'action, ça c'est clair, basé sur les enjeux du groupe, et là on les a partagés. Je dirais que on a travaillé ensemble avec Sitwell, puisque j'étais à peu près dans beaucoup des groupes en tout cas. On s'est fait des shortlists et on les a validés avec le COMEX en commun, ce qui permettait aussi d'avoir derrière la notion d'engagement depuis le plus haut de l'entreprise et de la pyramide. Et puis on bascule évidemment sur de la gestion de changement, ça c'est évident. Passer de silo à transverse, c'est pas neutre. Enfin, je pense que tout ça vous le vivez tous les jours. Il y a quelques guerres de chapelle, il y a quelques idées préconçues sur la supply chain, etc. Il y a les réticences classiques de face à du changement quand on sait pas trop où on va. Et là, effectivement, la démarche est vraiment participative. Beaucoup de recommandations qui ont été formulées sont issues de groupes de travail dans lesquels il y
avait un panel vraiment représentatif des gens qui allaient avoir à le mettre en place derrière. Donc on n'a pas fait ça dans une antichambre pour dire après voilà, vous voyez, on a pensé pour vous, mais c'est des choses classiques dans le projet, mais je pense que c'est clairement un point clé. La mise en place d'outils pilotes, vous avez vu, là on est effectivement sur de customiser, où là, je dirais même Citroën nous a bien aidé parce que même en interne on n'avait pas forcément ou la conviction, ou la ressource, ou la motivation, ou tout ce qu'on voudra. Donc on a vraiment fait du customisé et qui je pense va nous aider fortement. Je disais tout à l'heure, on maîtrise bien, on progresse bien, ce sur quoi aussi on mesure bien, ce qu'on mesure bien, pardon. Et puis, point fondamental, c'est d'avoir une trajectoire. Hein. C'est comme la VSM actuelle et la future. Si vous savez un peu la future, vous avez une idée du chemin que vous allez emprunter. Si vous savez pas trop où vous voulez aller, c'est un peu délicat. Voilà. On avait dit 4h10. On est à peu près dans les temps. Oui, on est presque dans les temps, oui, absolument. On va laisser le temps à quelques questions. J'avais une première question sur vous n'avez pas du tout parlé du système d'information que vous avez, ERP ou autre, d'une part, et d'autre part, ce qui m'a un peu étonné, vous l'évoquez à la fin, sur ce plan-là, c'est que j'ai l'impression que vous aviez développé, ou en tout cas redéveloppé, ou enrichi, mais en customisé, finalement, des petits applicatifs, si j'ai bien compris, hein, pour compenser des défaillances ou des insuffisances de votre système de gestion, que ce soit sur les prêves ou que ce soit sur des indicateurs que vous n'aviez pas par ailleurs. Alors je réponds à la première question sur les outils. On est full SAP, sauf dans les usines. Et dans l'usine, je vous donne même pas le nom parce que c'est du customisé depuis 25 ans. Voilà, donc déjà il y a de l'interfaçage, je vous passe les détails. Après, sur ce qui est des outils dont on parle, pour beaucoup, ce sont aussi des outils pour lesquels on fait de la collecte dans nos systèmes, que ce soit SAP et ou le RP, qu'on vient injecter après de façon automatique par interfaçage dans de l'Excel. Donc c'est du macro Excel, mais bien chiadé pour reprendre l'expression, d'accord, qui nous fait des calculs savants. Alors c'est pas les tailles de l'eau économiques, hein, mais c'est les calculs de stock, etc., de couverture, d'alerte, et où là on a customisé en disant, bah voilà, nous on veut prendre l'historique des 3 dernières semaines, des 8 semaines devant nous, etc., pour dire qu'est-ce qui était représentatif dans notre système. Mais donc pour résumer, on fait des extractions dans les systèmes existants, qui sont d'un côté SAP classique, de l'autre un ERP full maison. Et ces extractions sont derrière développées dans l'Excel. En bonne gestion, ça aurait dû être des décisionnels développés par les services informatiques de SNR, mais si on devait les attendre pour le développer, le plan de transformation aurait pris 3 ans de retard. Donc ils étaient complètement accaparés par du déploiement de SAP au Brésil, hein, je crois. Donc à un moment donné, le comité de pilotage et le COMEX a dit développons les outils de décision parce que sinon on ne pourra pas avancer. Juste pour finir, peut-être que demain, on aura des outils un peu mieux intégrés. En attendant, le demain ayant un peu de plomb dans l'aile, on s'est dit qu'il fallait à tout prix avoir ces mesures, même sous un format Excel. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Vous avez parlé du fait que vous voulez mesurer la réalité par rapport aux prévisions et réinjecter ce qu'on peut apprendre de cette réalité sur les prévisions pour pouvoir mieux faire par la suite. Comment vous avez fait au niveau de l'entreprise de ne pas dire on tape sur les doigts les mauvaises prévisions, on tape sur les doigts que la prédiction n'a pas suivi? Alors c'est un mélange des deux. D'abord, j'ai pas dû être assez clair, je me suis mal exprimé, on choisit, entre guillemets, parmi les prévisions qui rentrent, celles qu'on va couvrir. C'est-à-dire qu'on n'en réinjecte pas d'autres. Donc je vous prends l'exemple de tout à l'heure, il arrive un besoin de 15 000, par un processus qu'on a établi, on dit on croit à ce 15 000, ou on croit à 12 000, ou on croit à 18 000. Et ensuite, dans le processus que j'ai baptisé humain, c'est l'ADV qui va dire à l'usine qui produit, tu vois arriver 15 000, mais 12 000 vont suffire, ou tu couvres 15 000. Donc, on va déconnecter, dans un certain nombre de cas, qu'on est en train de définir, le PDP de ce que le système va voir arriver via l'EDI.
Donc ça, c'est le premier point. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez, la mesure de la prévision, il y a deux choses. On est en train, via le processus collaboratif, d'impliquer aussi de plus en plus de monde, notamment dans le monde commercial, sur l'implication par rapport à la préve. Mais là, je rappelle, je suis dans la variabilité d'une semaine à l'autre. Donc j'avoue que le CAM, le Key Account Manager, il n'est pas trop sur la variation d'une semaine sur l'autre. Par contre, il est demandeur d'avoir cette mesure-là. Donc on est en train de renforcer ça aussi, en disant la préve, elle a un élément important, mais pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je vous disais tout à l'heure, on a souvent des écarts entre ce qu'on a retenu dans le pic, que ce soit le plan de vente ou le plan industriel, et la réalité. Mais si je prends le plan de vente, on peut décider, nous, de dire on va vendre 1000. S'il en arrive 1200 dans l'EDI, vous faites quoi ? Donc on déconnecte les deux, et après pour rebondir sur la dernière question que j'ai comprise dans votre intervention, on tape pas encore sur les doigts de l'industriel, mais on lui fait prendre en compte et conscience qu'effectivement sa performance à faire une adhérence au PDP, pour reprendre des termes un peu consacrés, a un impact énorme, aussi bien sur la couverture des stocks sécu, clients, produits finis, que sur la vision et la consommation, et donc la demande de reconstitution des stocks en amont de nos fournisseurs. Donc ça fait partie des projets 2013 de mettre un accent très fort sur le respect de l'engagement client interne et externe. Et en interne, c'est la tenue 100% du plan de fabrication qui a été prévu, en quantité et en date. J'ai été clair ? Ouais. Merci. Autre question ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez évoqué un instant que lorsque vos clients vous disent voilà, on a besoin de 100, et vous après vous réinterprétez ce besoin en disant finalement ça sera 80 ou 100 ou 110. J'imagine que vous faites le symétrique avec vos propres fournisseurs. Et de fait, vous avez dit que vous avez des problèmes avec les capacités limitées de vos fournisseurs. Certains vous livrent par taxi, ils vont toutes les peines d'ailleurs à vous livrer. Et du coup, lorsque vous avez un besoin de 100 auprès de vos fournisseurs, comment vous faites pour dire non, en fait on vous demande 110 ou 120 ou 150? Comment bref vous gérez les commandes à vos fournisseurs? Merci. Alors, deux éléments de réponse. C'est pris en compte dans le chantier que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la mesure qu'on fait hebdomadairement de la réalisation du PDP. C'est-à-dire que toutes les semaines, on mesure ce que réellement on a consommé par rapport à ce qu'on avait prévu, et du coup de combien on a défalqué notre stock. Et du coup, on a un besoin actualisé de ce que l'on a impérativement besoin de demander à nos clients. Parce que parfois, on a fait comme tout le monde, on a déjà fait faire du taxi pour demander 120 alors qu'on avait 80 à faire. Ça nous est arrivé. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, sur lequel là on n'est pas encore... on a encore du travail sur 2013, c'est de voir aussi comment on gère le prévisionnel et le ferme auprès de nos fournisseurs. Si je résume, on est souvent quand même entre le marteau et l'enclume. Parce que dans l'EDI, je ne vous fais pas de dessin, mais vous le savez comme moi, il y a parfois à peine 24 heures de ferme, ça veut dire que le reste, c'est du prévisionnel. Si nous, dans le même temps, on donne 3 mois de ferme à un fournisseur, soit on a été très très bon en prévision, soit on va se retrouver ou avec du surstock ou avec du sous-stock. Donc on est en train de réfléchir, là aussi avec nos fournisseurs. L'idée, c'est pas de faire la mort de qui que ce soit, mais l'idée, c'est d'aligner au mieux nos systèmes. Donc j'ai pas encore une réponse recette de cuisine pour ce que vous évoquez. Elle serait de plusieurs types. Si je la résume, au quotidien, enfin en hebdo, on essaye de voir ce qu'on a réellement consommé et la pertinence des appels qu'on a sur le court terme. Et après, sur le plus long terme étant au-delà de l'horizon du lead time, il y a deux natures de réflexion. La première, c'est de dire comment on gère le prévis et le ferme. Et l'autre élément qui serait sur l'horizon au-delà du pic, c'est de dire comment on intègre aussi le besoin capacitaire dont nous on va avoir besoin, et comment on le répercute et comment on s'assure que nos fournisseurs arrivent à suivre. Mais on n'a pas encore abouti. On avance. Merci. Je crois que le temps est écoulé.